Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, votre émission marocaine, chaque dimanche de 14h à 15h pour tout savoir sur le Maroc. Actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif, Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel animation festive. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel sur Radio Pluriel. Arc-en-ciel au cœur du Maroc. Heureux de vous retrouver ce jour, ce dimanche, au milieu du mois de mars. Et actualité oblige, nous sommes heureux de parler aujourd'hui de deux sujets qui nous interpellent à travers des interviews et aussi à travers des très belles chansons qui sont dédiées à ces deux thèmes que nous allons les développer d'ici peu de temps. Mesdames et messieurs, on vous laisse avec la chanteuse célèbre Dunia Patma. نعم شعب المغرب وكذلك شعب المغرب الموجود بالمهجر والموجود ببلدنا الثاني فرنسا. Mesdames et messieurs, nous sommes en direct avec une compétence franco-marocaine connue et reconnue sur le plan français mais aussi sur le plan international. Nous sommes en direct avec le géopolitologue Hamid Ashriyat. Bonjour Hamid. Bonjour, monsieur Abdelatif, merci pour votre invitation. Je suis très heureux de me retrouver avec vous sur des sujets notamment qui concernent notre beau et pays, le Maroc. Écoutez, c'est un plaisir partagé et nous souhaitons tout simplement faire connaître et reconnaître aussi ces compétences franco-marocaines et notamment ceux qui bougent et qui bougent dans le bon sens. Hamid Ashriyat, c'est un géopolitologue, conseiller auprès des députés français sur des questions africaines et des partis politiques d'opposition africains. D'autre part, il intervient régulièrement sur une chaîne télé qui s'appelle Télé Sud et aussi sur une deuxième radio qui s'appelle Radio France Maghreb 2. Spécialiste aussi des questions du Sahara marocain. Il est quelqu'un qui écrit énormément dans un certain nombre de journaux, Le Soir des Échos, Le Bayan, Radio Atlantique, Sahara TV chaîne iranienne.
Et aussi, elle intervient sur la chaîne iranienne Sahara TV et bien d'autres. C'est Hamid, bienvenue dans l'émission Arc-en-Ciel. Actualité oblige, hein, donc on a besoin d'avoir les avis des compétences franco-marocaines spécialistes dans la matière. Comment vous apercevez cette déclaration récente du secrétaire des Nations Unies, Monsieur Ban Ki-moon, au sujet du Sahara? Écoutez, d'abord, je vous remercie encore une fois. Je réitère mes propos pour votre invitation et notamment pour cette émission de qualité qui est, il faut le dire, la seule émission franco-marocaine, notamment concernant la diaspora et les problématiques marocaines. Ce que je déplore, mais en même temps, je remercie pour votre initiative, il y a plus de 2 ans, concernant cette émission, notamment sur Radio Pluriel. D'autre part, je crois que d'abord, c'est lors de la visite de Tindouf, dimanche dernier, où le secrétaire général de l'ONU avait utilisé le terme d'occupation pour qualifier le recouvrement par le Maroc de son intégrité territoriale. Et donc, il a forcément dérogé de manière drastique sur la terminologie traditionnellement utilisée par les Nations Unies s'agissant du Sahara marocain. Et donc le gouvernement marocain avait indiqué notamment lors d'un communiqué publié le 8 mars, c'est-à-dire il y a une semaine, le gouvernement avait souligné notamment une branche de stupéfaction et des dérapages verbaux, et notamment sur les faits de complaisance injustifiés. Et donc le secrétaire général de l'ONU, M. Ban Ki-moon, a donc commis une erreur, il faut le dire, car il se doit d'être neutre, notamment sur la question du Sahara marocain. Et le cas échéant était notamment, sa mission principale était de régler le conflit entre les deux parties. Et lorsqu'on règle notamment un conflit entre les deux parties, on se doit d'avoir une neutralité diplomatique. Donc le terme effectivement d'occupation est un terme, je dirais non seulement abusif, mais un contresens juridique au niveau international. Ce qui fait que le Maroc a répondu directement. Il en va notamment de n'importe quel pays qui aurait répondu. Et donc la mobilisation aujourd'hui s'est fait sentir sur les réseaux sociaux. Les internautes n'ont partagé un passage du discours de Sa Majesté Mohamed VI, du roi, pour notamment la cause nationale. Et donc en parlant de cette fameuse phrase que le roi avait prononcée en disant que le Maroc restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc jusqu'à la fin des temps. Voilà. Et donc, il est nécessaire aujourd'hui que les Marocains se mobilisent à travers le slogan Ban Ki-moon va-t'en, le Sahara n'est pas à toi. On a aussi entendu des slogans sur le Sahara est marocain ou encore le peuple veut dénoncer notamment les propos de Ban Ki-moon en scandant des manifestants. Donc, il y a à peu près plus de 3 millions, selon les estimations de la MAP que moi-même j'ai reçues aujourd'hui. Et donc, il y a effectivement dans tous les quartiers une grande marche ce dimanche-là, qui ont participé sur le centre-ville de Rabat, notamment sur les déclarations que je viens de dire, qui ont été biaisées. Oui, juste une question, Hamid, parce que ce que tu es en train de me dire, ce que tu es en train de développer aussi, donc il est appuyé quelque part par la déclaration des États-Unis, donc les États-Unis. Oui. Bien sûr, c'est une déclaration effectivement qui s'est fait sentir, parce que aussi souvenons-vous que le 5 mars. La notion effectivement de territoire libéré est une terminologie indépendantiste qui a été bien accueillie d'abord par le représentant du Polisario à l'ONU, M. Ahmed Boukari, sous une tente placée à l'emblème sahraoui notamment, et puis qui avait effectivement fait un déplacement qui a été annoncé 48 heures à l'avance, donc sans consulter le royaume, sans consulter l'ambassadeur du Maroc à l'ONU, qui est M. Omar Hilal, qui aurait dû notamment être consulté. Et donc, il y a eu notamment, le cabinet de l'ambassadeur a appelé effectivement risque de manipulation lié à cette visite-là, et à une complaisance vis-à-vis de la propagande du Polisario. Donc je crois que Rabat ne compte pas effectivement faire de concessions sur notamment cette question-là. C'est une insulte même au peuple marocain. Donc je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui notamment de revoir la diplomatie marocaine, parce que je crois que il n'est pas simplement de bonne augure de faire des manifestations, mais de proposer réellement, comme l'a fait notamment le roi du Maroc sur la question du développement des provinces du Sahara, qui est aujourd'hui une solution à la fois, notamment dans l'INDH. Je rappelle que les provinces du Sahara ont un INDH, un National Indice de Développement supérieur
aux provinces du Maroc dans d'autres villes. Et donc je crois que c'est notamment par le biais que le roi du Maroc s'était rendu à Rabat et à l'Aïoun dès avril 2014, souvenons-nous, hein. Donc cette visite-là, effectivement, avait été reportée par Ban Ki-moon aussi, lorsqu'il avait eu un agenda chargé. Et donc le roi du Maroc aussi a donc reporté cette question-là. Et inclure la question régionale, c'est une partie à la fois marocaine, mais c'est une partie aussi internationale. C'est-à-dire que les questions du Sahara sont des questions qui ne doivent pas simplement être politiques, mais des questions économiques aussi. Et c'est dans ce sens... voire sécuritaire. Sécuritaire. Donc on va revenir sur la question aussi sécuritaire qui, aujourd'hui, avec le terrorisme aussi, gangrène une partie de ce Sahara-là, qui peut être balkanisé et qui peut aussi avoir des répercussions, notamment à travers plusieurs pays. Aussi, on voit notamment les élections au Niger, avec deux candidats, Mohamed Issoufou et Hama Amadou, qui vient d'être sorti notamment de prison. Et donc il y a aussi il peut y avoir aussi des crises post-électorales dans toutes les régions. Nous avons plus de 28 élections dans les pays africains. Et aujourd'hui, le pays seul stable dans cette région, qui est le Maroc, on a l'impression effectivement qu'il y a une sorte d'inflexion, une approche onusienne, qui n'est pas en réalité dans des changements profonds et dans un règlement crédible. Donc je crois que de proposer ce plan, que d'ailleurs Ban Ki-moon avait dit, qui était le seul crédible, le plan d'autonomie proposé par le Royaume du Maroc. Hamid, il y a une question qui m'interpelle quand même, il faut l'admettre. On sait pertinemment que le Maroc, vu ses actions multiples, à différents niveaux, économiques, social et politique aussi, et cette dimension panafricaine que tout le monde reconnaît à l'échelle internationale. Mais récemment, on constate qu'il y a un certain nombre de pics envers ce pays ami de la France, qui est la France toujours fidèle à son amitié vis-à-vis de lui, notamment la dernière décision par rapport à la décision de pêche maritime dans les provinces du Sud. Maintenant, une déclaration directe d'un représentant aussi, quand même pas n'importe lequel, c'est Ban Ki-moon. Il y a un certain nombre d'attaques. Est-ce que ces attaques sont des attaques visées, selon toi? Est-ce que ce sont des attaques pour stopper un petit peu cet élan de promotion, cet élan de progression au sein du Royaume du Maroc par rapport à d'autres pays? Et est-ce que pour considérer c'est le résultat de tout le travail qui est en train de se faire dans ce pays par l'intermédiaire de ces acteurs, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur? D'abord, écoutez, ce qui est important, c'est que je crois qu'il y a eu à peu près 5-6 mois, le roi du Maroc avait appelé en novembre que la proposition marocaine sur l'autonomie élargie, lors de son discours sur le Sahara du Maroc, avait dit que c'était le maximum que le Maroc pouvait offrir. Donc d'abord ça, c'est une première chose. C'est-à-dire que la réaction aujourd'hui n'est pas une réaction anodine. On s'attendait effectivement à ce genre de choses, puisque le Maroc ne peut pas, je dirais, proposer plus qu'est-ce qu'il fait. Concernant la question effectivement de la communauté internationale et notamment de certains pics que vous avez parlé et de l'accord aussi de pêche avec l'Union européenne, ça c'est un accord économique que le Maroc est en train de revoir, puisque le Maroc aussi participe aujourd'hui à revoir toutes ses relations. Donc il se tourne notamment dans d'autres pays aussi asiatiques et africains. Mais il y a aussi une erreur du Royaume, c'est celle aussi de l'UA aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas oublier que la question du Sahara est une question géographiquement sur le continent africain. Et donc, il aurait fallu aussi par rapport au Maroc de réintégrer l'UA, ce que moi j'ai appelé il y a 3 ans déjà, la nécessité d'intégrer pour le Royaume du Maroc l'Union africaine. Et cette Union africaine aujourd'hui, elle ne fait que de demander au Maroc de revenir sur la scène effectivement continentale. On le voit d'ailleurs à travers les déplacements du roi du Maroc, à peu près 15-16 déplacements qu'il a fait, notamment sur le continent africain, à 3 ou 4 reprises. Et donc, je crois que cette volonté-là aussi économique est une bonne chose du Maroc sur la question de la coopération sud-sud, mais elle ne suffit pas. Il doit y avoir aussi une nécessité politique et bilatérale, une relation à la fois politique sur ces questions-là. On a des soutiens aujourd'hui des pays africains, comme le Sénégal, comme le Gabon, comme le Togo par exemple, comme le Burkina Faso aussi, où il y a effectivement plusieurs choses. Mais le Maroc doit soutenir aussi les oppositions et les alternatives politiques qui sont dans des pays africains aujourd'hui et qui, à travers aujourd'hui, on le voit avec des élections, peuvent être au pouvoir et peuvent avoir une idée, une approche sur cette question-là. Moi qui discute souvent avec beaucoup d'oppositions africaines sur la question du Sahara, je vois d'abord, qu'il y a une méconnaissance de l'histoire du Maroc, et de deux, les Africains sont entièrement d'accord sur la question du Sahara marocain.
J'ai reçu moi-même à la radio quand je faisais une émission. Donc on avait reçu à peu près 350 partis politiques d'opposition africains. Donc je sais de quoi je parle. Et donc ces pays-là africains nous disent aujourd'hui que nous considérons que le Sahara est à la fois marocain, mais nous voulons aussi que le Maroc s'intègre plus sur les questions africaines et notamment sur les questions politiques. C'est-à-dire que le Maroc a une expertise au niveau notamment de la démocratie, notamment des élections, notamment sur la question aussi militaire, parce que la question du Sahara, elle est une question, comme je disais, qui est liée avec les provinces du Sud, qui est liée avec la zone sahélienne, qui est une zone qui est faite à peu près en densité en termes l'Inde. Donc c'est une grande zone, ce qu'on appelle la ceinture sahélienne. L'histoire du Maroc est une histoire qui remonte notamment à travers 5 siècles, jusqu'aux Almoravides, jusqu'au Tombouctou. Donc tout ça, aujourd'hui, les Africains le connaissent. Toutes ces questions-là, je dirais que c'est même les Marocains qui ne connaissent pas l'histoire de l'Afrique. Sur la question de l'Empire mandingue, sur la question de l'Empire Gao, sur la question de l'Empire Tombouctou. Donc tous ces empires-là, toutes ces questions-là aujourd'hui sont des questions qui sont liées, puisque le Maroc a eu historiquement, de tout temps, une histoire liée à la relation africaine notamment. On a des tribus marocaines aujourd'hui, comme les Alim-Brej, qui sont des tribus qui sont liées aussi avec le Mali. Donc tout ça aussi, c'est une manière d'enseigner. C'est une réforme qui doit être notamment dans l'éducation nationale marocaine. C'est une question aussi d'intégrer la diaspora comme vous, notamment avec votre émission. Le Maroc doit aussi utiliser sa diaspora. Je rappelle que l'Union africaine en 2001 avait dit que le 6e continent africain était la diaspora en Afrique. Justement, nous avons un ministère qui est, excusez-moi, est un peu paralysé, ce ministère. Justement, je crois qu'il faut faire il faut investir sur la diaspora, créer un forum ou des concerts chaque année, que ce soit tout en France, un concert pour les 40 ans du Sahara, pour la question du Sahara annuel. On a effectivement des marches, on a la marche par exemple de la Guéprade, on a la marche du 40e centenaire des relations israéliennes, on a la marche du Togo, on a plusieurs événements ici à Paris qui se font. Je crois qu'il est nécessaire aussi de pouvoir apporter cela dans une forme de convivialité avec tous les Marocains sur ces questions-là et de investir sur la diaspora qui est non seulement une grande compétence que le Maroc va avoir besoin, et il en a besoin d'ailleurs puisqu'il y a beaucoup de franco-marocains, franco-italiens, franco-américains qui retournent au Maroc pour effectivement investir. Mais le Maroc doit avoir cette politique, je dirais, beaucoup plus agressive. Ouais, justement, Hamid, justement, donc donc là, t'as parlé d'un certain nombre de points qui sont quand même assez intéressants. Hein. Donc déjà cette dimension africaine que le Maroc doit réintégrer sur le plan diplomatique et politique. Deuxième point, donc t'as parlé de la diaspora, t'as parlé d'événements qui doit mettre en valeur la diaspora et d'écouter la diaspora parce que il a son mot à dire sur un certain nombre de points et en même temps il est très actif à l'intérieur des pays européens qui ont des responsabilités. Bien entendu. Nous avons aujourd'hui énormément de maires adjoints franco-marocains, de gens comme vous dans la radio qui travaillent, des journalistes, nous avons tous ça. Il faut effectivement mobiliser toutes ces compétences au niveau international. Et notamment sur la question de la France, puisque la France sur ce dossier-là fait partie du Conseil de sécurité et donc a un rôle majeur. Donc la diaspora franco-marocaine est une diaspora qui a un rôle beaucoup plus majeur que d'autres diasporas, puisque la France est membre du Conseil de sécurité. La France est une puissance influente par rapport à d'autres pays. Donc c'est une question aussi de stratégie qu'il faut aborder. Ben justement, Hamid, donc puisque tu parles de tout ça, je t'invite donc à titre personnel et à l'ensemble des diasporas actives qui travaillent pour la promotion de ce pays, ce beau pays aussi, la promotion de notre pays d'adoption, la France, au salon Savinour qui aura lieu 12-13 mai prochain, qui est dédié à la ville et l'ensemble des villes des deux rives de la Méditerranée et notamment le Maroc de Tanger Al Gouira. Donc c'est une opportunité de faire parler de ces villes de province du Sud dans un salon géré et organisé par une compétence franco-marocaine. Mais l'avantage que nous avons cette opportunité, c'est de permettre à ces villes de se faire connaître et que le Maroc doit, comme tu l'as bien dit, passer à une étape supérieure. C'est l'étape de l'agressivité en marketing, en matière d'image, parce que jusqu'à maintenant, il faut l'admettre, il y a un certain recul. Néanmoins, la dernière visite de Sa Majesté à Paris et sa rencontre avec le consulat général d'Orly. Qu'espère-t-il pour toi par rapport à cette notion de rapprochement avec la diaspora? Écoutez, moi, je salue toujours les gestes de Sa Majesté qui œuvrent
et énormément, mais qui ne peut malheureusement pas, le pauvre, faire tout seul, tout. Voilà. Donc moi, ce que je dis effectivement, c'est que le roi du Maroc aujourd'hui est dans un volontarisme politique. Donc on le voit, il rencontre la diaspora. Parfois on empêche d'ailleurs le roi du Maroc à rencontrer des gens parce que on sait aujourd'hui que beaucoup de gens ont des revendications et donc on essaye de brouiller les pistes pour que le roi du Maroc pas pour longtemps, c'est Hamid, pas pour longtemps. Bien sûr. Et donc, pour avoir discuté avec des conseillers du roi directement, je crois qu'aujourd'hui, il est nécessaire, et je le dis, de mettre et de respecter les compétences adéquates. Nous avons aujourd'hui des personnes qui sont effectivement dans des postes, mais qui ne sont pas, excusez-moi, compétentes sur des questions, et nous avons une diaspora aujourd'hui qui se trouve confrontée à une impasse. Et cette impasse-là, elle doit aujourd'hui se dégager, comme vous disiez, avoir un marketing et une communication agressive pour pouvoir aujourd'hui opter pour une nouvelle image du Maroc, notamment sur toutes ces questions, qu'elles soient médiatiques, qu'elles soient comme vous le organisez vous, notamment sur la question de la mise en valeur des provinces du Sahara du Maroc, sur les questions écologiques, sur les questions du développement économique, sur les questions de l'urbanisme, sur les questions du transport. Donc toutes ces questions-là aujourd'hui, elles ne font que améliorer cette image-là. Et il doit y avoir aujourd'hui un engagement du Maroc. Moi, je salue effectivement le ministre Nabil Ben Abdallah que j'ai vu à plusieurs reprises avec vous, et je salue son engagement politique et sa mobilisation politique, notamment sur cette question du salon. Nous devons avoir des hommes politiques comme Nabil Ben Abdallah qui soient aujourd'hui beaucoup plus agressifs et beaucoup plus en lien avec la diaspora marocaine pour pouvoir mobiliser toutes ces compétences en harmonie et en forme. En tout cas, oui. Vous me permettez. D'autre part, j'aimerais simplement aussi dire qu'aujourd'hui aussi, notre ministère des Affaires étrangères doit proposer aussi plusieurs pistes. À savoir, aujourd'hui, dans notre ministère des Affaires étrangères, nous n'avons pas un département sur les questions du Sahara. Parce que nous avons effectivement plusieurs départements. Je crois qu'il serait nécessaire que le ministère des Affaires étrangères du Maroc puisse créer notamment un département sur les questions du Sahara avec des experts au niveau international qui puissent proposer des alternatives sur la question du Sahara, des stratégies effectivement dont on ne pourra pas parler ici à la radio, vous en conviendrez bien. Et donc, je crois qu'il doit y avoir cette création. Nous avons une direction d'Amérique du Nord, une direction de l'Europe, une direction de l'Union africaine, une direction sur le Vatican, une direction du Moyen-Orient, mais nous n'avons pas une direction du Sahara. Sur cette question-là, il faut impérativement créer cela. La deuxième des choses aussi, je crois qu'il est intéressant, c'est que le Maroc puisse créer aussi un ambassadeur des droits de l'homme pour expliquer, notamment, comme dans plusieurs pays africains, comme la France d'ailleurs, donc d'autres pays africains qui ont un ambassadeur des droits de l'homme, qui visite au niveau international tous les pays et puisse effectivement promouvoir la question des droits de l'homme sur la question du Sahara, parce que le Maroc est attaqué beaucoup sur cette question-là. Et donc il est nécessaire aujourd'hui que quelqu'un effectivement, qu'un ambassadeur des droits de l'homme ou un sorte de ministre d'État puisse visiter tous les pays et montrer, d'abord expliquer l'histoire du Maroc sur la question du Sahara, et de deuxième des choses, montrer effectivement que les droits de l'homme sont respectés au Sahara marocain et de promouvoir tout ça. Et ça, c'est une nécessité. La question aussi du CCME, dont je ne vais pas revenir effectivement, et qu'il faut intégrer les diasporas marocaines dans cette administration-là pour effectivement aussi développer des stratégies de Sahara, parce que le CCME ne doit pas être simplement une question de la diaspora marocaine, mais il doit être une question sur les préoccupations économiques de la diaspora marocaine, sur les préoccupations politiques, sur les préoccupations notamment du Sahara. Toutes ces questions-là sont intergénérationnelles, c'est-à-dire qu'ils ont une influence, ils ont des conséquences. Bien entendu. Toutes ces questions-là ont des conséquences. Lorsqu'effectivement on attaque le Sahara marocain, on ne peut pas investir au Maroc. Effectivement, donc voilà, on balkanise. Donc toutes ces choses-là ont des conséquences indirectes. Donc il faudrait ouvrir sur la question du CCME. La troisième proposition, c'est ouvrir les compétences, l'élargissement des compétences, l'objet. Il faut l'ouvrir plus. Il ne faut pas que le CCME soit réduit à une diaspora ou à des petites mondanités où on boit des cocktails. Donc voilà. Bah, écoute, ça t'appelle et le lancer à son président, hein, c'est Abdallah Boussouf qui, s'il est à l'écoute, donc on aimerait bien un jour de l'interviewer pour répondre à cette très belle proposition. Hein. J'espère, voilà.
Bah écoute, Hamid, je rebondis par rapport à ce que tu as parlé sur le salon Sabinour. Sachez-le que c'est un salon qui est sous l'égide du ministère de l'Habitat et en partenariat avec la communauté d'agglomération Porte de l'Isère de 23 communes quand même et avec un grand nombre de partenaires d'institutions marocaines et françaises et aussi tunisiennes qui sont présents à ce salon qui est dédié à la promotion de la ville intelligente, la ville durable, la ville de demain, bien entendu avec des conférences de très très haut niveau avec la participation des grandes notoriétés comme Monsieur Charles Saint-Pro, Monsieur Videy pour l'Observatoire géopolitique de Paris. Il y a bien d'autres qui seront présents parmi nous dans ce salon. Donc j'invite celui qui l'intéresse à visiter notre site savinour.com. C'est Hamid. À la fin, je souhaite tu dis Vas-y. J'aimerais simplement terminer une minute sur ces questions-là. Moi, effectivement, j'ai conseillé effectivement des partis politiques d'opposition africains et je conseille toujours. Je dis simplement aujourd'hui que le Maroc aussi doit opter pour une rencontre avec les associations marocaines et les associations africaines et européennes. Justement. Il ne faut pas aujourd'hui minimiser. Faut pas minimiser aujourd'hui le rôle. Parce que souvent on dit, mais nous parlons qu'avec les institutions d'un forme de mépris et nous ne parlons pas avec les associations. Or, les associations, on le voit même dans les élections en France, qu'elles soient locales ou régionales, on connaît aujourd'hui le poids électoral de ces associations et de mobilisation. Le Maroc a fait une grande erreur, et il l'a fait toujours, ce que je regrette et je déplore, c'est que les associations franco-marocaines aujourd'hui doivent être mobilisatrices au niveau, effectivement, national. Pourquoi ne pas créer une association nationale, un cercle franco-marocain qui puisse regrouper toute la diaspora effectivement marocaine. Voilà. Et ça, c'est un travail aujourd'hui qui doit se faire avec le CCME. C'est un travail que vous le faites vous aussi avec votre salon, puisque vous invitez aussi des associations qui sont sur le terrain, qui ont des propositions. Et ça, je crois qu'il est nécessaire de mettre en connexion les associations marocaines et les associations franco-marocaines, qu'elles soient franco-belges, franco-italiennes, franco-américaines. Et aussi élargir le spectre aux associations franco-africaines. Moi, samedi dernier, j'ai rencontré effectivement plusieurs associations franco-africaines, notamment par exemple le CRIP panafricaniste, qui est une organisation qui regroupe plusieurs pays africains. Et moi, malheureusement, je n'ai pas vu le Maroc. Donc, je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui aussi de réintégrer dans notre logiciel l'Afrique au sens général du terme, l'Afrique qu'elle soit anglophone ou francophone, et d'être en connexion avec la société civile africaine. Parce que si nous voyons aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est la société civile africaine, notamment par exemple au Burkina Faso avec Balai du Citoyen, avec le mouvement Y en a marre, avec le mouvement, plusieurs mouvements. Donc, Trop c'est trop au Tchad. Tous ces mouvements de la société civile ont amené des révolutions populaires qui ont changé des gouvernements. C'est Hamid, un dernier mot s'il te plaît, parce que le temps presse, mais au sujet de la journée internationale de la femme, et notamment la femme marocaine. Bah écoutez, moi je salue effectivement cette journée de la journée internationale du Maroc, Dieu de la femme. Pour ma part, en ce qui me concerne personnel, la journée internationale de la femme doit être une journée continue. C'est une journée de tous les jours. Bien entendu. Bien entendu. Voilà. J'avais compris votre question qui essayait de détendre l'atmosphère un peu. Exactement. Voilà. Et je souhaite. D'autant plus, vous me permettrez de dire que la femme en Afrique produit beaucoup plus que l'homme, et notamment au Maroc. Sans aucun doute. D'ailleurs, c'est pour ça que le roi du Maroc a effectivement mis sa politique effectivement sur les questions des femmes, et je lui donne entièrement raison sur cette question-là. Voilà. Eh ben, écoute, Hamid, reste en ligne avec nous parce qu'il y a une très 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 belle chanson que nous souhaitons t'étudier qui va te rappeler tes origines. Reste en ligne. Ah, merci. هذه في خاطر الوجدة. ودق دق هي دق دق اللي عنده باي دق دق يدقها بالعلاوي والرقة اللي يداوي ودق دق هي دق دق اللي عنده باي دق دق يدقها بالعلاوي والرقة اللي يداوي واسمع اسمع يا المغني واسمع البندي حامي واسمع اسمع يا المغني واسمع الطاروق ودق دق هي دق دق اللي عنده باي دق دق هي دق دق هي دق دق يا ولا انا احنا خواريب والحداده واللاقي ومرميه مع وجده بابا
Eh bien, c'est Hamid. À très bientôt, Inch'Allah, une autre fois. Et on te dit, t'as le bienvenu quand tu le veux. Je vous remercie en tout cas pour l'invitation et ça m'a fait très plaisir de renouer avec mon pays d'origine. Allez. Et cette immense émission de qualité. مرحبا qu'elle soit développée. مرحبا بك وبجميع الطاقات المغربية التي تشرف بهذا البلد في معرض صافينور 12-13 ماي إن شاء الله. إلى اللقاء. إلى أنت صحراوي وأمك حراوي. اخويا احنا رجال ماشي مستويين، ما فرقوا بيناتنا لا بسلام وشواشي. البنادم الكل مخلوق من الطين، مخلط في معاد وما تحصيشي. كاين اللي مخلوق مذهب صافي زين، وكاين اللي فضة وسط النحاس ما يخفاشي، وكاين اللي مخلوق مرصاص ثقيل وشين. اتعاشروا على طول الظهر ما يسواشي. هذا الشيء يفهموه الناس العيارين، يشدوا الصافي ويلوحوا الديشين.